Salut Gaëtan, donc ici, comme promis, je te montre mon levain qui a doublé, voire triplé de volume. Et on peut voir par rapport à l'élastique l'endroit où je l'ai placé. Et donc c'est sur cet endroit-là que j'ai mis le levain hier. J'ai fait un rafraîchi 1-2-2, donc 100 g de levain, 200 g de farine et 200 g d'eau. J'ai utilisé donc la farine de seigle puisque c'est Gertrude que j'ai rafraîchi. Et je l'ai mis sur le poêle. J'ai coulé l'eau aussi à peu près 30-35 degrés. Je l'ai fait à la volée, je n'ai pas vraiment regardé parce que je me suis dit que le poêle allait faire la magie. J'ai vraiment compté sur le fait que sur le poêle, il fait à peu près 50 degrés. Ce qui est assez risqué parce que le levain ne supporte pas des chaleurs trop hautes. Donc à un moment donné, ça peut être dangereux. Mais voilà, je ne sais pas si tout ça a été une bonne idée, mais en tout cas, j'ai jamais vu le levain monter comme ça. Donc là, je pense qu'il a atteint son pic. On dit que le levain doit être utilisé quand il a atteint son pic, sinon après il redescend. D'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser en déant le délai du pic parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Et donc il a redescendu. J'ai malheureusement pas pris de photos par rapport à l'endroit où il a redescendu, mais je dirais qu'il a au moins redescendu de 30%. Donc je l'ai utilisé quand il a redescendu de 30%, donc il était plus à son pic. Ce qui est une erreur parce que je perds certainement en puissance d'air qui va générer à l'intérieur et donc créer les alvéoles. Mais voilà, on va voir. Je pense qu'il faut faire des expériences et puis surtout il faut noter les expériences pour savoir celles qu'on a faites et qu'est-ce que ça a donné. Parce que sinon on peut faire plein d'expériences dans la vie sans jamais se rendre compte qu'on est dans le bon ou dans le mauvais et finalement, voilà, on sait que c'est pas terrible. Et surtout on navigue sur des bases qui sont pas calculées, qui sont pas vérifiables non plus. Et quand rien n'est calculé, du coup, tu as toujours un résultat aléatoire. Et si tu veux vendre ton pain ou si tu veux toi-même consommer du pain dont tu es sûr du résultat pour tout le travail que ça demande, je pense que c'est essentiel justement d'avoir des bases qui sont vérifiées, calculées, analysées et notées. Voilà Gaëtan, donc comme promis, je te montre la vidéo qui j'espère ne sera pas trop chiante, mais malheureusement il y a tellement de facteurs qu'il faut parler que c'est pas évident de tout aborder en une fois. Bon, ici on part sur une recette de 3200 grammes avec 70% d'hydratation. Ça c'est la base. Pour moi, il faut absolument des pains entre 70 et 80%. Sauf qu'à 80%, c'est plus compliqué, mais c'est plus alvéolé. Donc ici, 70 pour moi, c'est une bonne base. Donc, j'ai pesé un mélange. J'ai fait 63% de farine forte. Alors, ce que j'entends par farine forte, c'est une farine avec beaucoup de protéines. Donc ici, on voit qu'elle a 13,8. Ça fait un W entre 340 et 360. Le W étant donc l'alvéographe de Chopin que je peux expliquer à un autre moment. Donc ici, on a 63% de farine forte et 37% d'un mélange de farine. Dans ce mélange de farine, j'ai mis un peu de tout. Épeautre, seigle, avoine, orge, sarrasin, sésame. J'ai aussi rajouté un mélange avec cette machine-là. Donc j'ai mis des grains ici, des petites épeautres que j'ai moulu fraîchement là-dedans. Et donc j'ai rajouté ça ici dans le mélange, il y a un peu de tout. J'ai aussi 2% de sel qui est mélangé à de l'eau parce que moi mon sel est trop humide. Donc, il est ici, mon sel il est trop humide. Donc je l'ai mélangé à de l'eau. L'eau des fameux 70% d'hydratation qui fait 2200, 2240, une histoire comme ça, à recalculer. Ici, dans le grand, j'ai donc de l'eau pour l'autolyse. Et ici, là, dans le petit, j'ai l'eau pour le bassinage. Ici, à côté, j'ai mon levain que j'ai déjà mélangé dans l'eau et que je vais touiller avant de l'incorporer dans l'autolyse, qui au fait ne sera plus une autolyse, mais ce sera plutôt une fermentolyse. Alors après, est-ce qu'il y a des différences entre une autolyse et une fermentolyse ?
Je ne peux pas encore le dire. Pour ça, il faut faire 2 fois la même recette, respecter le tout et voir si effectivement il y a une différence dans un pain avec une fermentolyse ou dans un pain avec une autolyse. Donc voilà, moi je ne peux pas le dire. Et donc ici à côté, il y a donc le pétrin. C'est un pétrin qui a un volume de 8 litres. Je vais lui taper 3002, mais je sais que ce pétrin, il n'est pas terrible. Donc c'est pour ça que je vais bassiner à un moment donné pour éviter que la pâte soit trop hydratée dès le départ et que la maille glutinique ne se forme pas. Donc là maintenant, je vais aller placer le tout donc, dans le pétrin et j'essaie de refilmer depuis là. Voilà, donc je continue. Donc j'ai mis toute la farine là, en une fois. J'ai mis toute la farine, donc la farine forte et le mélange. Et donc, ici, je vais aller rajouter le levain, donc que j'ai mélangé à l'eau. Donc j'ai mis le levain dans l'eau pour voir déjà s'il flottait. Et oui, il flottait, j'ai pris des photos, j'essaierai de voir si j'arrive à incorporer tout ça en une fois dans la vidéo. Et donc là, je l'ai mélangé. Donc là, j'ai essayé de bien touiller parce que l'idée, c'est que le levain, il soit bien mélangé à de l'eau de manière à ce qu'il s'incorpore plus facilement dans la farine. Mais bon, ceci dit, il y a aussi moyen donc de ne pas faire de fermentolyse et du coup je mets le levain par après sans le mélanger à l'eau vu que j'aurais mis déjà presque la totalité de l'eau pour réaliser l'autolyse. Donc ici, hop, je mets tout le levain en une fois. Il en reste, donc j'utilise le lèche-plat pour pouvoir récupérer tout le reste du levain qui est dedans puisque le levain, il y a donc 22% de levain par rapport à la totalité de la farine. Donc, il faut pas qu'il y ait perte parce que sinon, il n'y a pas assez pour pouvoir faire lever la totalité de la pâte. Donc là, on vient de tout mettre et je vais aller rajouter donc le reste de l'eau. Donc le reste de l'eau ici de ma grande jarre. Le reste de l'eau pour la fermentolyse. Donc on a mis que la farine. L'eau dans laquelle j'ai mélangé le levain, l'eau c'est à peu près, il doit y avoir 90% de l'eau. Donc 90% des 70% d'hydratation, donc 90% de 2200 ED. Donc là ici à la grande jarre, hop, je mets toute l'eau en une fois. Je ne sais pas si c'était exactement la bonne idée de mettre toute l'eau en une fois. J'aurais peut-être d'abord dû lancer le pétrin pour aérer la farine. Mais comme j'explique en même temps, des fois, alors je ne fais pas tout logiquement. Donc là, je lance le pétrin à toute petite vitesse pour que la fermentolyse démarre. Donc ici, j'ai encore le reste de l'eau. Ça, c'est l'eau de bassinage. C'est ce qu'on mettra après une fois que la farine a commencé à prendre de la force et que la maille s'est formée. Et j'ai aussi mon sel que je dois rajouter par après. Donc ici, il y a le sel qui est donc mélangé avec l'eau des fameux 70% d'hydratation. Et la grosse merde, c'est que ce sel ne s'est pas dissous dans l'eau. Donc finalement, il va rester coincé. Je vais devoir aller le récupérer avec une spatule ou autre. Mais ça va être la merde pour l'incorporer parce que s'il y a trop de sel en une fois qui tombe, alors que j'aurais pu le mettre en poudre dedans, du coup, il va y avoir un problème. J'ai peur qu'il y ait des zones qui soient trop salées. Donc aller faire ça, c'était pas exactement la bonne idée. J'aurais dû mettre des grains de riz pour retirer l'humidité du sel en amont et travailler avec un autre sel qui n'était pas humide. Donc ici, par rapport à la vidéo et le nombre de minutes, on voit à quel moment j'ai lancé le début donc du phrasage. Ça s'appelle un phrasage. Ça veut dire qu'on mélange l'eau, la farine. Et s'il y aurait eu un rajout d'huile, on aurait pu le rajouter aussi. S'il y avait eu du sel et que je ne partais pas sur une autolyse et que je faisais une pâte en direct, on aurait pu le rajouter éventuellement à ce moment-là aussi. Mais il faut savoir que le sel s'entend mal avec les levures, que ce soit de la levure sèche, fraîche ou le levain. Donc tout ce qui est agent levain, agent levant. Donc le sel s'entend mal avec, il ne faut pas le mettre en contact direct. Donc ici, pour le moment, il n'y a que l'eau, le levain et maintenant on vient d'ajouter presque 90% de la totalité de l'eau. Donc là on ne part pas encore en pétrissage. Comme je viens de le dire,
Ça s'appelle un phrasage, c'est le fait que tout se mélange. Là, ici, je vois à l'œil qu'il y a encore des zones de farine qui ne sont pas encore bien humidifiées. C'est parce que je tourne à vitesse lente. L'idée de la vitesse lente est de surtout pouvoir éviter de créer de la maille. Le but là maintenant, c'est que l'eau soit incorporée à la farine et que tout le monde commence à se détendre, il commence à faire connaissance et les enzymes vont commencer à s'activer parce que c'est grâce à l'eau qu'elles commencent à s'activer. Et c'est grâce au pourcentage d'eau élevé, donc ici on a mis 70, mais on aurait pu mettre 80%, que tout le monde des bactéries commence à s'activer plus vite. Plus il y a d'eau, plus les bactéries peuvent circuler dans l'ensemble qui est ici dans le pétrin, et c'est à ce moment-là que tout s'active beaucoup plus vite. Donc plus il y a d'eau, plus on peut réduire éventuellement les temps de pointage ou autres, mais tout ça dépend encore une fois de la température ambiante. C'est pas parce qu'il y a 80% de taux d'hydratation que tout le monde bouge plus dedans que soudainement on peut se dire ok, je vais réduire mon temps de pointage par 2 par exemple. Ici on va partir sur un temps de pointage, un premier pointage à température ambiante, on va partir sur à peu près entre 4 et 5 heures, puisque j'ai un thermomètre dans la pièce qui m'indique qu'il fait 17 degrés. J'ai le poêle aussi, le poêle à pelet qui est réglé à 17. Donc je sais que dans la pièce, il fera principalement tout le temps 17 degrés pendant 5 heures. C'est important de savoir s'il y a des variations de température. Parce que s'il y a des variations de température, c'est que c'est plus bon. Bon, là maintenant le phrasage, il est un peu trop long. On voit d'ailleurs dans le pétrin qu'il y a une tête d'ail qui est en train de se former. Vous voyez ici, il y a une espèce de ligne. Une ligne là, puis encore une ligne ici, et encore une ligne là. Là, ça veut dire qu'on commence à entamer la phase de pétrissage. C'était pas le but du tout, c'est parce que j'ai trop blablaté. On aurait dû en rester à mélanger sommairement. Et donc, là maintenant, c'est dans le pétrin. Comme il va rester là pendant une demi-heure, et il pourrait même rester là pendant 1 heure, et j'en connais même qui font des baguettes de pain pendant beaucoup plus long. Ils font presque 12 heures d'autolyse. Et ça commence déjà à buller et à fermenter tout seul, sans rajout de levain. Donc ils font 12 heures d'autolyse. J'espère que j'ai pas dit fermentolyse, puisque si c'est fermentolyse, ça veut dire qu'on a rajouté le levain dedans. Donc ici, là maintenant, c'est fini. Pour éviter que ça sèche, puisque nous on est parti quand même pour juste une demi-heure, je vais aller mettre une capote sur le pétrin. Je l'ai reçu avec le pétrin, donc autant l'utiliser. Mais sinon, il y a moyen de mettre une espèce de chaussette et essayer de la coincer. Ou un essuie humide. Avec un essuie humide, juste au-dessus, ça fonctionne aussi. Donc voilà, pour cette première partie, on est déjà à 10 minutes. Et on n'a pas encore commencé le temps de pétrissage. Donc là maintenant, il restera encore le sel à rajouter. Et puis après, il faudra que la pâte commence à prendre de la force, et ça on va le voir par après. Je pourrais montrer avec le comment ça s'appelle, le Window Pane Effect, que je ne sais pas traduire en français. C'est quelque chose que je pourrais montrer en photo. Mais donc voilà, pour le moment, là maintenant ça s'arrête ici. On attend une demi-heure et on reprend après. Donc dans la vidéo précédente, on avait donc effectué un phrasage, donc le mélange de tous les ingrédients. On avait gardé de l'eau pour le bassinage. On a gardé le sel pour après, puisqu'on essaye d'éviter que le levain ou la levure touche avec le sel. Et donc ici, on a fait une fermentolyse. Une fermentolyse qui est de plus ou moins 1 heure, je pense maintenant, mais normalement c'était 30 minutes. Donc, on a mélangé sommairement le reste, mais un début de pétrissage avait déjà commencé, puisqu'il y avait à l'intérieur, on voit les espèces de lignes là. Ça veut dire qu'il y a déjà un début de pétrissage qui est en cours. Le meilleur moyen, ce qu'on n'a pas fait évidemment, c'était de vérifier où est-ce qu'on en était avec le phrasage. Est-ce qu'il y avait déjà une maille qui s'est créée ? Je peux déjà répondre à cette question. La réponse c'est non, parce qu'avec un phrasage on ne sait pas obtenir de maille. Mais ici, si je tire, on voit que la pâte, elle tient très légèrement, mais elle se fissure. Donc ici, voilà,
elle tient quand même un petit peu. Voilà, si je tire pas trop, elle tient un tout petit peu. Elle se fissure pas tout de suite, mais on n'est pas encore sur une bonne maille. Donc là, je la remets. Et je vais aussi vérifier sa température, puisque il faut idéalement sortir la pâte à 24 degrés. Et donc, il faut un thermomètre pour aller vérifier où est-ce qu'on en est avec la pâte. C'est à ce moment-là que je ne retrouve pas le pistolet. Donc, je vais mettre sur pause. Voilà, donc j'ai mon pistolet. On va aller vérifier à combien elle est. Puisque j'ai coulé à froid, j'ai oublié de parler à la température de l'eau. J'ai coulé à froid parce que mon pétrin a l'art de réchauffer la pâte. Donc ici, on voit qu'on est à 18 degrés. Je ne sais pas si on le voit bien. On est à 18 degrés. On est en fait à 18,9. On est à 18,9. J'ai aussi oublié de dire que quand j'ai touché la pâte, je ne me suis pas mouillé les mains. Donc normalement, il faut un spray que je vais vite fait prendre. Parce que pour tout le reste des étapes après, c'est important de ne pas avoir tout le temps de la pâte sur la main. C'est extrêmement chiant d'ailleurs. Je déteste ça. Alors soit on travaille avec des gants, soit on travaille avec un pot d'eau à côté dans lequel on remouille tout le temps les mains, soit on travaille avec un spray comme ça pour se mouiller les mains rapidement et de manière à bien répartir l'eau partout sur la main. Bon, là tu vois, là j'ai à peine touché la pâte, elle colle déjà à mes doigts. Ça aussi c'est un mauvais signe de pétrissage, c'est qu'elle colle aux doigts. Donc on a vérifié la température, elle était à 18,8 et je vais lancer le pétrin. Voilà. On le voit tout de suite que la pâte prend, c'est-à-dire que elle continue à faire cette tête d'ail. Et plus la queue de cochon tourne, plus la tête d'ail commence à avoir une belle forme. Donc là maintenant on va laisser tourner. Je trouve que la vitesse est un peu lente. Donc moi j'ai un pétrin avec un variateur de vitesse, donc je peux aller un peu augmenter la vitesse. Fatalement si j'augmente la vitesse, la queue de cochon va réchauffer un peu plus la pâte. Et ça c'est toujours un peu chiant. Mais on va aussi voir le temps de pétrissage par rapport à la vidéo. Et évidemment, après on pourra essayer de couper dans la vidéo les étapes qui sont chiantes. Mais rien de tel qu'une vidéo dans laquelle on explique bien tout. Et en même temps, on voit la manière dont la pâte réagit par rapport à ce que j'explique tout simplement. Donc, on a mis une farine forte de protéines, ça veut dire qu'on aura une bonne maille glutinique rapidement. Ici, on doit encore rajouter donc, le sel et on doit rajouter le restant d'eau, les 10% restants d'eau. Donc, on va faire un bassinage par après. Il faut savoir que moi, mon pétrin, il a beaucoup de mal avec beaucoup de pâte. Pourtant, c'est un 8 litres. Si je fais 3200 de farine plus 2200 d'eau, ça fait à peu près une masse totale de 5500. Attends, 3002 plus 2002, ça fait 5400 plus le levain. 5400 et 600 de levain, ça fait 600, ça fait 6 kg. Il y a 6 kg de masse totale dans le pétrin actuellement. Donc là, elle continue à tourner et la tête d'ail est toujours présente. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'autolyse, ou en tout cas ici, la fermentolyse, a eu un bon effet puisque on part déjà avec une bonne base. Donc là, elle s'est réchauffée. On était à 18,8. Là, on est à 19,2. Ouais, elle s'est réchauffée de 0,4. 0,4 qui est à calculer sur le début. Donc au moment où je prends la température de la pâte et au moment où je vais lancer le pétrin, il y a X nombre de minutes qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai pris la température. Donc, je n'ai pas vérifié le nombre de minutes que c'est, mais on était à 19,4. Donc là, on est toujours à 19,4, mais normalement,
il faut prendre la température à la sortie de la queue de cochon. Donc pas là où je suis en train de viser, mais ici. Là où vraiment la pâte vient de ramasser un coup de cochon dans la gueule, ben c'est à cet endroit-là qu'il faut aller prendre la température. Donc là, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Elle commence à se décoller légèrement du bord, ce qui est aussi un bon signe. Mais pour moi, elle manque encore certainement de force avant de lui rajouter d'autres éléments dessus. Puisque je t'ai dit, moi, mon pétrin, il y a un problème, je sais pas pourquoi, et dès qu'il y a un peu trop, il en peut plus. Et du coup, je dois aller aider avec une cuillère en bois pour créer un deuxième bras de déchirement. Le bras de déchirement, c'est la partie ici qui est là, qui va juste tout en bas et qui permet à la pâte de pas d'être déchirée finalement. Elle doit être déchirée pour être pétrie et créer ce mouvement de déchirure, réassemblage, déchirure, réassemblage. On entend aussi légèrement qu'elle fait des petits pocs. Ça aussi c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a de l'air qui commence à se coincer dedans. Si l'air se coince dedans, c'est tout simplement parce que on commence à avoir une bonne maille glutinique dans laquelle l'air peut se coincer. Au début, l'air ne peut pas se coincer dedans parce qu'il n'y a pas de maille. Il n'y a rien qui se tient. Normalement, le gluten, les gliadines et les glutinines, ils vont faire comme ça ensemble avec l'eau et ils vont finir par se tenir. Et là, il y a encore un espace. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui tient bien comme ça, bien serré, pour que l'air produit par le levain ou la levure finissent par se coincer dans cette maille et créer les alvéoles. Pas de maille, pas d'alvéoles. Voilà, donc là, je reprends la température. On est à 19,9 en sortie de queue de cochon. Ça commence à être pas mal. Il faut absolument qu'on ne dépasse pas les 24. C'est essentiel de ne pas dépasser les 24. Mais il faut arriver à 24. C'est-à-dire qu'il faut arriver à 24, mais pas dépasser 24. Allez, quitte à aller jusqu'au grand maximum 25, mais à partir de 24, la pâte va réagir différemment et ça va être problématique pour la suite. Donc, c'est essentiel de s'arrêter à 24, grand maximum 25, quitte après à faire des tête cul, que je vais montrer aussi, la procédure du tête cul, pour pouvoir donner de la force à la pâte. Quitte aussi à la sortir du pétrin et aller la calmer au frigo pendant 10 minutes pour après refaire des têtes cul et de lui donner de la force. Donc là, à vue d'œil, je vois que la maille est déjà en train de se former, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai encore du bassinage à faire. Et quand je vais rapporter de l'eau, je vais casser un peu toute cette structure malheureusement. Donc là, je vais aller rajouter le sel. Je dis, moi j'ai mélangé mon sel dans l'eau, mais c'est une très très mauvaise idée. J'aurais pas dû faire ça. Mais tant pis. Normalement, on rajoute le sel aussi en rajoutant un peu d'eau. C'est-à-dire que de l'eau du bassinage, je vais ouvrir la pâte de manière à incorporer le sel. Donc d'abord, je mettrai un peu d'eau pour casser la structure. Comme ça, la pâte, elle est en train de s'ouvrir dans tous les sens. Là, on voit, il y a plus la bête tête d'ail. Elle est cassée à cause de l'incorporation de l'eau. Et seulement après, alors on met le sel en poudre, en petite quantité. Il faut savoir que je peux jouer aussi avec les températures de l'eau. Si je vois qu'à un moment donné, en fait, j'ai coulé vraiment trop froid. Mais je dois rajouter l'eau de mon bassinage. Avec l'eau de bassinage, je peux aller réchauffer l'eau de bassinage pour ne pas pétrir pendant 150 ans pour la faire arriver à 24 degrés. Il y a aussi des calculs à faire pour ça. Ça s'appelle les calculs de boulanger. On part d'un chiffre pour pouvoir calculer l'eau. Donc on part d'un chiffre clé. Le chiffre clé, c'est 55. Après, ça dépend de la température de la pièce. Le chiffre clé, c'est 55 ou 66 en fonction des périodes, des saisons de l'année. Et donc, on fait 55 moins la température du pétrin, du réchauffement de pétrin, moins la température ambiante, moins la température de la farine, est égal à la température de l'eau. Et comme ça, tu peux couler ton eau à la bonne température
et savoir que tu vas arriver à tes 24 sans paniquer. Donc là, je rajoute mon sel avec l'eau. Mais le problème, c'est que je ne peux pas tout mettre en une fois parce que j'ai vraiment peur de noyer la pâte, tout simplement. Si je noie la pâte, je perds ma structure et à ce moment-là, c'est la merde. C'est la merde parce que j'aurais noyé la pâte, j'aurais perdu ma maille glutinique et là, je vais pouvoir pétrir pour essayer de la récupérer. On entend les bruits on dirait quelqu'un qui est en train de mâchouiller de la viande avec la bouche ouverte. On entend ce genre de bruit-là. C'est bon signe, ça c'est vraiment bon signe. Quand j'incorpore l'eau et qu'on entend quelqu'un qui mâchouille la bouche ouverte, c'est un bon signe. Ça veut dire que la maille est toujours là. Allez, je vérifie la température. On est à 20 degrés. Ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, je continue à rajouter mon eau et mon putain de sel. Voilà, je regrette la connerie là. Là, je devrais être en phase de bassinage. Pas m'emmerder à incorporer le sel. Voilà, on y est presque. Alléluia. Voilà, j'attends que la pâte reprenne un peu de force, qu'elle nous fasse une belle tête d'ail. Et ensuite, je vais rajouter l'eau de bassinage, qui est équivalent donc à peu près les 10% restants. Donc 10% de 2200, il devrait y avoir 2200 millilitres. Qu'est-ce que je dis moi? Il devrait y avoir 220 millilitres. Mais chez moi, il y a plus. Il y a 350. Tout simplement parce que je t'ai dit, mon pétrin, il fait de la merde. Et chaque fois, je noie la pâte et je perds un temps fou à essayer de la rattraper après. Donc, j'ai préféré faire un bassinage plus long plutôt que de noyer la pâte d'entrée. Voilà, ça fait déjà 13 minutes. Alors, on peut se dire que c'est une vraie perte de temps, finalement. 13 minutes pour 3002, 800 grammes par pain, ça devrait faire à peu près la masse totale plus l'évaporation de l'eau. On devrait être entre 650 et 800. Je peux pas le dire encore avec certitude parce que je ne pétris pas assez depuis longtemps et je ne fais pas assez du pain depuis longtemps pour savoir exactement quelle va être la quantité des pains. Mais la masse du pain qui va être cuit au four est important aussi. C'est un indicateur. Tu peux pas faire un jour une pâte à 600 grammes et une pâte à 850 grammes. Ce ne sera pas le même temps de cuisson et tu vas être faussé dans tes calculs et faussé dans ton résultat. Qui dit faussé dans le résultat, dit faussé dans ton pain. Ça veut dire que ton pain, après, il n'aura pas la même gueule. Il sera peut-être trop cuit dans la croûte et pas assez à l'intérieur. Ou inversement, il n'y aura pas eu assez d'alvéoles parce que tu avais calculé tes calculs sur 800 grammes et finalement tu as fait un pain de 600, c'est plus pareil du tout. Ça veut dire qu'il faut tout rediminuer d'un certain nombre de pourcentages. Voilà, là la tête d'ail commence à se reformer. On vérifie la température, on n'a pas envie de se faire baiser par ce truc. 21, voilà, c'est bon. Hop, et je commence à bassiner. Alors mon truc là il est pourri parce qu'il n'y a pas de petits rebords pliés pour verser l'eau. Ça veut dire que je fous de l'eau à côté, ça fait chier. Quand tu utilises du mauvais matériel, tu fais des conneries. Voilà, donc là je vois encore de l'eau qui reste coincée sur les bords. Donc j'ai pas envie de noyer ma pâte. C'est l'éternel problème, c'est de noyer sa pâte. Voilà. Donc là, je vois plus d'eau. Elle a incorporé le peu d'eau que j'ai mis dedans. Donc je recommence. Voilà. Et j'en ai un peu marre aussi d'attendre. Ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de pétrir. Voilà, elle est à 20 degrés. Bon, moi j'ai bien envie d'aller taper à fond là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le regretter? Va savoir. Allez, c'est parti, on y va.
Voilà, là on est à 20,5 degrés en sortie de queue de cochon. Ah, on est déjà monté à 21 là. On entend qu'il y a toujours cette personne qui est en train de mâchouiller sa viande. Donc c'est que l'eau n'est pas totalement incorporée, je le vois aussi. Mais là ça va. Avec la haute vitesse, ben, fatalement elle incorpore plus vite. Donc j'y vais, je rajoute. Voilà, là la tête d'ail se déforme. Et elle va finir par se reformer dès que l'eau a été absorbée et que la pâte a pris de la force. Donc là on continue, hein, on est à 20 degrés. 20,3 degrés, donc c'est bien. Le pétrin est à fond. Il y a des pétrins en 1 et à 2 vitesses. Et puis il y a des pétrins en vitesse variable. Bon, moi j'ai pris une variable, comme ça j'ai les deux. Et je peux jongler comme bon me semble entre les deux. Voilà, j'attends que la pâte reprenne de la force pour lui rajouter encore un peu d'eau. Voilà, on entend moins cette personne mâchouiller. Voilà, on y va pour le restant d'eau. Voilà, un peu chiant, hein. 17 minutes déjà de vidéo. Mais c'est ça, hein. Tu regardes au fait, tu regardes si tu pars dans la bonne réussite ou si tu pars vers l'échec. Mais à partir de l'échec, on peut essayer de retravailler les choses. Imaginons que j'ai noyé ma pâte. Mais dans ce cas-là, je dois diminuer la quantité dans le pétrin de pâte, donc je dois en retirer et je dois essayer de repétrir par plus petite quantité. Ou alors, je fais des têtes culs de manière à essayer de redonner de la force. Et moi, ça me broute tout ça, tu vois. Je préfère que le pétrin, là, il fasse le travail plutôt que moi, quoi. Voilà, là, ça a fini de mâchouiller. On peut rajouter de l'eau. Mais il ne faut pas perdre de vue la température. Voilà, on est à 21 degrés, on est bon. Là je sais que ce pétrin réchauffe fort la pâte. Du coup, j'ai pris une bouteille vide. Là, je l'ai remplie avec de l'eau du robinet. Et je l'ai tapée au frigo. Comme ça, elle est à 4 degrés au frigo. Et j'ai une eau bien froide. Parce que je sais que derrière, il y a ma farine qui a une température ambiante vu qu'elle est ici dans la pièce. Il y a la température ambiante de la pièce qui fait 17 degrés maintenant, toujours. Eh bien, plus le taux de réchauffement de la queue de cochon, ben, coulant très à froid, ben, j'ai une marge. Si j'avais coulé chaud, je serais déjà à 24 degrés alors que ma pâte n'a pas pétri. Ce serait la merde. Voilà, là on est à 21, voire 22. Là on est à 22. Ah, il me reste quoi il reste 100 ml d'eau. Donc on va faire 2 fois 50. Allez, déjà 19 minutes. Voilà, allez, vas-y, incorpore. Voilà, on n'entend presque plus la personne mâchouiller. Et on voit aussi qu'au milieu de la barre de déchirement, la pâte se déchire bien. C'est une bonne chose aussi, ça. On voit qu'elle commence à avoir vraiment de la force. Allez, on vérifie la température. On est à 22,3. Ben là, on commence à être à la fin et ouais, je vais avoir du mal à arriver à 24. Mais bon, c'est pas grave. Quitte à mettre la pâte un peu sur le chauffage, c'est jouable. Hein, on peut la faire monter un peu plus. Voilà, je vais pas l'avoir à 24 en sortie de pétrin, mais c'est pas grave. C'est plus chiant parce que je vais devoir mettre ma pâte sur le chauffage pour un peu de manière à la faire monter à 24. Et on n'utilisera plus le pistolet. On utilisera un thermomètre qui va aller dans la pâte, au cœur de la pâte, pour voir si en sortie de pétrin, est-ce qu'elle est réellement à 24 ? Qui me donne la bonne information ? Pas lui. Le thermomètre ici donne l'information en surface. Il ne donne pas l'information à cœur. Et nous, on veut à cœur parce que c'est là où les bactéries vont se développer.
Voilà. Bon, ben on a 22. Et je vais pas pétrir 150 ans non plus. Hein, ça fait déjà 21 minutes. Je la laisse encore un tout petit peu tourner, mais on peut vérifier aussi. On a des indicateurs. En fait, on a tout le temps des indicateurs. On a des indicateurs pour voir si cette pâte, elle est pétrie. On a aussi un indicateur pour voir si elle a suffisamment eu de pointage ou si elle est en surpointage. Tout ça, c'est des choses que je peux montrer. Voilà, donc ici, bah, j'ai pas mouillé mes doigts. Voilà. Là, je sens qu'elle manque encore de la force. Mais je peux la prendre et on va voir si on a le Windows Paint Effect. On l'a presque. Voilà, si j'arrive à prendre la pâte comme ça, à l'étirer et qu'elle ne se fissure pas tout de suite, ça va. Mais c'est pas terrible. Je la sens fort liquide, mais en même temps, il y a 70% d'hydratation. Mais là, on commence à avoir de l'élasticité dans la pâte. Elle commence à tenir, mais c'est pas encore terrible. Donc, on va encore laisser tourner 1 minute pour lui donner un dernier choc, un dernier mouvement. J'ai envie qu'elle reprenne de la force. Et après, on fera des têtes culs pour lui donner encore plus de force. Allez, on vérifie la température. Là, on est à 22. Elle a moins cet effet de tête d'ail. Mais c'est normal, elle est très hydratée aussi. Mais il y a quand même moyen d'avoir un bel effet de tête d'ail, même quand elle est très hydratée. Mais pour ça, il faut un bon pétrin. Bah, lui, soit je ne sais pas l'utiliser, soit j'ai l'habitude de bosser avec des grosses quantités. Donc, quand c'est une petite quantité, mais je peux te dire que ce pétrin-là, il a du mal. Et pourtant, je te dis, c'est un 8 litres, donc il est censé pouvoir gérer la pâtée sans problème. Mais ça dépend aussi de la vitesse à laquelle la queue de cochon tourne et la manière dont elle prend la pâte. Je crois que ce pétrin ici, il est bien pour des pâtes qui font avec 2 kg de farine par exemple. J'ai l'impression qu'au-dessus, ça devient difficile. Voilà, là ça fait déjà 1 minute que ça tourne. On est à 22.8. Hein, on est à, je sais pas si tu arrives à le voir, on est à 22.8. Voilà, donc là je vais aller retirer la pâte du pétrin. Je vais bien mouiller les mains. Je vais aller la mettre sur le plan de travail et je vais faire des têtes culs avec. Mais d'abord, je vais lui faire un repos de 10 minutes. Voilà, donc là, on y va pour la suite. On vient de retirer la pâte du pétrin. Je me suis bien mouillé les mains pour la retirer. Ensuite, j'ai mouillé l'intérieur du pétrin avec ça pendant 10 minutes. Ça va rester avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Le temps, c'est de pouvoir décoller tout ce qui reste coincé dans le pétrin. Donc là maintenant, on va faire des têtes culs et puis on va aller le mettre dans un récipient qui est là. On va aller mettre ça dans le récipient après. C'est un gros récipient dans lequel toute la pâte peut aller et je vais mettre un indicateur pour voir si effectivement elle va gonfler. Donc on va faire des têtes culs et on va faire un pré-façonnage. C'est-à-dire qu'on va déjà un peu la bouler de manière à créer de la structure, qu'elle soit bien tendue, comme ça l'air à l'intérieur peut déjà commencer à se coincer dedans. Donc, je m'assure que mon récipient ici à l'intérieur, il y a de l'huile. Donc, j'en ai pas assez, parce que j'ai pas envie que la pâte reste coincée dedans après. Donc, je mets un peu d'huile et en même temps, ça va me huiler les mains. Donc ici, il y a non, là, j'ai mis un peu d'huile. Hop, je tourne dedans. Je le mets bien partout. Récupère l'huile qui a coincé là-bas tout en bas et on fait tous les côtés parce que quand la pâte elle va gonfler, on n'a pas envie qu'elle vienne se coller partout. C'est chiant, après il faut nettoyer. Le but c'est qu'on puisse la retirer de là en une seule fois. On la retirera de là à peu près dans 4 à 5 heures. On va voir un peu comment est-ce qu'elle a évolué. On va aussi vérifier le cœur de la pâte. Donc là j'ai bien huilé mon bazar, je le mets ici derrière. Je
prends un thermomètre pour aller vérifier le cœur. Donc c'est un thermomètre comme ça. Hop. J'appuie sur on. Et je le fourre dedans. Voilà. 18, 19, 20, 21. 22. Voilà, 22. Bon, c'est pas terrible, il faut absolument arriver à 24. Donc je l'ai. Voilà, elle est pas à 24, c'est pas grave. Vu que j'ai le poêle à peler juste là-bas, je vais aller la taper dessus pour la faire monter à 24. Comme ça, pendant son pointage, elle aura au moins atteint les 24. À 24 degrés, les bonnes bactéries qui permettent de faire gonfler le schmilblick vont commencer à bien se développer. Donc on aura atteint les 24. On les a pas eu avec le pétrin, mais c'est pas grave. Donc, j'ai les mains grasses. Mais pas assez. Donc, je préfère quand même mettre de l'eau en plus. J'aime pas avoir toute cette pâte qui colle à la main. Donc là maintenant, je vais faire des têtes culs. Donc je vais d'abord me prendre une corne. Ce sera plus facile pour aller récupérer la pâte. Voilà ma corne, donc c'est une grande corne comme ça. Hop, et je la ramène là. Donc là, on est en train déjà de simuler des espèces de rabats. Hop. Voilà, quand tu travailles avec... je l'avais dit, on est presque à 5, voire 6. On est à 6 kg là, 6 kg de pâte, tout compris. Mais ouais, c'est différent que quand tu fais du pain. Mais bon, moi quand je fais le pain, avant je les faisais par 4 les pains. Je les cuisais dans le four traditionnel que tu vois là. Donc c'est un bête four traditionnel. Je les cuisais là-dedans, à tour de rôle avec une cocotte minute, tout simplement. Donc là, j'ai déjà plus les mains assez mouillées. Hop. Ça, je ramène la pâte là. Ici encore un coup. Là, je la tire un peu. On la remet là. On la remet là. Et on forme une espèce de grosse boule. Donc là, je la tire de manière à ce que cette boule rentre à l'intérieur. Je la tourne un peu, je la tire. Je la tourne un peu. Je la tire vers moi. Je la retourne un peu. Je la tire vers moi. Voilà. Là maintenant, on a une boule qu'on peut déplacer, tu vois. C'est une boule qui tient plus ou moins. On peut la déplacer. Alors, je ne vais pas mouiller les mains. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on fait les têtes culs. Comme ça, je la lève. Je la lève. Hop, je la tape là. Une fois qu'elle est là, je la reprends ici. Hop. Je la tape comme ça et je fais un tête cul. Hop. Le cul est là, je ramène la tête vers son cul. Le cul est là, je ramène sa tête ici vers son cul. Hop. Et on fait plusieurs rabats comme ça. Je la tape, je la tire un peu vers moi pour lui créer de l'élasticité et je ramène la tête au cul. Hop. Voilà. Voilà, et maintenant je la boule pour aller la mettre dans le seau. Voilà, là elle peut y aller et on fera des rabats plus tard. Voilà, là c'est bon. Pour cette étape-là, je l'ai mis dans le seau là-bas derrière. Je vais fermer le seau. Je vais mettre le seau, je dirais, pendant une demi-heure au moins sur le poêle pour atteindre les fameux 24 degrés. Comme ça, tout le monde peut bien se développer dedans. J'ai nettoyé mon plan de travail avec, déjà avec de l'eau. Il faut mettre beaucoup d'eau, laisser agir pendant 10 minutes. Comme ça, toute l'eau a pu rentrer dans la farine. C'est beaucoup plus facile après pour la déloger de là. Voilà, je vais me laver les mains, je vais nettoyer le pétrin et puis la suite après.
Voilà Gaëtan, donc on a sorti la pâte du pétrin, tu te souviens, on l'a mis dans le seau. Et maintenant, je t'ai dit qu'on n'avait pas atteint les 24 degrés à cœur. Donc, je l'ai tapé près d'une source chaude. Et maintenant, il faut savoir si effectivement on est à 24. Et donc, il faut prendre le thermomètre pour voir si ça a avancé, puisque je l'ai mis dessus. Je pense que la surface de chauffe est à 50 degrés. Je l'ai laissé là pendant, à mon avis, 20 minutes. Je pense que c'est trop. Mais voilà, des fois, les aléas de la vie font que tu oublies des choses et tu te retrouves avec des situations comme ça. Est-ce que c'est grave ou pas? Je ne sais pas trop. À mon avis, le temps de pointage va être diminué probablement. Parce que sinon, on va passer en surfermentation. Donc, je vais planter. Hop. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ouf bordel, 30 degrés. 37, 39, 31. Ouais, en fait on est à 31. Donc, ouais, c'est à la fois grave et pas grave. C'est-à-dire qu'on a été que jusqu'à 31 à cœur. Mais il n'y a pas toute la partie qui a chauffé. Donc il y a une partie qui doit être à 31 et d'autres probablement plus bas. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, peu importe la température finalement, là ça va juste écourter notre temps de pointage. J'avais dit entre 3 et 5 heures, mais à mon avis on sera plus proche de 3 que de 5. Là on va la laisser encore faire un pointage en masse pendant, j'avais dit 3 heures. 3 heures depuis 14h12 et il est 15h12, ça fait déjà 1 heure. Donc il ne reste plus que 2 heures de pointage. Après, ce sera divisé, façonné et puis en Banetton. Banetton, t'en as déjà vu à mon avis. C'est ces trucs-là. Puis ça part au frigo. Après, c'est moi, ça part au frigo 12 heures. Entre 12 et 15 heures de frigo. À 4 degrés. Donc je vais aller faire ce qu'on appelle des rabats. Je me mouille les mains, c'est bien. Sinon j'aurais dû utiliser des gants. Voilà. Donc je vais prendre la pâte, ici. Là comme ça. Hop, je la tire. Et je la ramène vers le fond. Voilà, là je l'ai tiré. Là on en a fait un rabat. Hop, je tourne. Ça c'est plus simple pour moi. Toujours au nord. Beaucoup plus simple. On prend ici la pâte. On la tire. Et on la ramène. Voilà. Là on a 2 rabats. On va faire nord, sud, est, ouest. Attends, nord, sud, est, ouest. Moi je les ai fait. 4 rabats. Ici, là, on voit déjà des bulles. Ici, il y a une petite bulle là. Ça, c'est bon signe, ça. Ça veut dire que ça commence à s'activer là-dedans. Hop. Je prends la pâte, là. Je la tire bien. Et je la ramène. Et il ne nous reste plus qu'un seul rabat à faire. Je retourne encore. Et c'est le dernier endroit où on doit faire le rabat. Hop, on mouille les mains. Hop. Voilà. Là, on a fait les 4 rabats. Je remets le couvercle. Et comme on était à 31 degrés, mais on était à 31 degrés que sur une seule face, puisque je viens de toucher la pâte, j'ai senti là où elle était chaude et là où elle ne l'était pas. Donc, c'est à moindre mal. Peut-être que finalement, on devrait peut-être être à 4 heures, ou alors je vais faire 3 heures pointage en masse, divisé, façonné, Banetton 1 heure, et puis frigo. Voilà, donc là maintenant je le laisse là, température ambiante. J'ai mon thermomètre ici. Il m'indique la température ambiante, donc il fait 17,5. Il m'indique aussi là où il y a eu des variations. Donc il dit, le maximum que tu as atteint c'était 17,7. Et le minimum, il y a une chute à 14,4. Alors évidemment, on ne sait pas pendant combien de temps, mais on sait qu'il y a eu une chute.
Et alors par rapport à l'humidité aussi, on est à 58% d'humidité. Il y a eu une pointe à 62 et le pire qu'on ait eu, c'était 44%. Bref, ça c'est le genre de truc qui peut toujours aider. Voilà, j'ai acheté ça, je crois que c'était 18 balles sur Amazon pour 2. J'en ai même un dans mon frigo qui me vérifie la température aussi parce que ce que le frigo indique et la réalité, c'est pas pareil. Et c'est très important, les températures. Voilà, la suite après, dans 2 heures. Dans 2 heures, la suite. Là, on verse la pâte sur le plan de travail. On va la diviser. On va la préfaçonner. On va la laisser reposer. Puis façonner définitivement. Banetton. 1 heure encore de pointage. Frigo, 15 heures. Le lendemain, quand il sort du frigo, on va les grigner. Et ça part au four à 250 degrés avec de la vapeur pendant 20 minutes et on diminue après la température. Mais je t'expliquerai tout ça après. Voilà Gaëtan, la suite. Ça, il est 17h. À 14h, on avait commencé le pointage. Ça fait donc 3 heures. Je l'ai mis un peu sur le poêle là pour le faire monter. J'ai vu par rapport à mon repère. On a un repère ici que ça a un peu monté. Mais là, moi, il est 17h. Ben, je dois aller dans mon camion. Donc, j'ai plus le temps de m'en occuper de ces trucs-là. Faut que j'avance, quoi. Donc, je peux pas commencer à aller encore attendre 1 heure. Préfaçonner. Un repos. Puis après, Banetton. Boulet puis Banetton. Et puis frigo. Et encore 1 heure d'attente. En fait, j'ai plus le temps. Mais je te les ai données, les étapes. Je les connais par cœur, donc je peux les redonner. Donc là, je vais vider. Je sais pas si on voit la pâte. Tu vois, il y a une bulle là en plein milieu. Ça aussi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des petites bulles un peu partout. En fait, il y a une bulle là, et il y a encore une bulle juste là. Je sais pas si on la voit. Je sais pas si on la voit. Soit. Allez, comme d'hab, je me mouille les mains. Voilà, j'ai huilé le contenant. Comme ça, elle tombe comme rien, voilà. Et à l'intérieur, il reste 1 ou 2 taches, mais rien de ouf. Et donc maintenant, on va faire des pâtons. C'est vrai que j'ai pas calculé la masse totale. Ah ouais, là, je viens déjà de faire une erreur. Parce qu'en fait, c'est en calculant la masse totale que je sais combien je peux faire de pâtons. Donc, c'est allé jusqu'à 7 kg avec cette truc, donc on va la remettre dedans. Hop. Voilà. Oh putain, qui est con, j'ai pas fait la tare. Ah, fait chier. Ça, c'est quand je commence à être stressé là déjà. Je suis déjà stressé pour le service. Donc je tare. Hop. Voilà, on a 6078. Hein. Je t'avais dit qu'on avait 6000 de trucs, de pâtes. Tu vois, on est très très proche là. On a 6078. Et il faut diviser ça en 6. Puisque mon four peut accepter 6. Mais voilà, il peut accepter 6. Donc 6078 divisé par 6. J'ai pas. Ah ouais, j'ai ma montre. Oh, chier, comment je vais faire? Hop, calculette. Elle est là. C'était 6078 divisé par 6. Ouf, 1013. Merde, ça me semble beaucoup ça. Ça me semble vraiment beaucoup 1013. Merde, je me suis planté dans mes calculs à mon avis. Donc on va essayer 6078 divisé par 7 alors. 868. Bon ça en fait 7 alors. Merde, j'ai pas fleuré un truc. Oh, fait chier. C'est bien, comme ça je te montre comment on fleure. Ici j'ai ça. Je vais mettre de la farine dedans. Je vais simplement saupoudrer au-dessus. Voilà, on met de la farine. Hop. Alors j'utilise pas la farine adéquate, hein. J'en avais plus de la farine pour fleurer, donc tant pis, on fera avec celle-là.
On va en rajouter un peu dans l'autre, ici aussi. Hop, voilà. Bon là, on a les 7 Banetton qui sont prêts. Sauf que lui, eh ben, je me suis planté, c'est pas la bonne taille. Voilà, voilà la bonne taille. Donc je vais remettre la farine ici. Hop, en mode ni vu ni connu. Là, je me suis planté au magasin, j'ai pas pris la bonne taille. Donc c'est pas ce que c'est. Voilà. Donc 868, il me faut 7 fois 868. On remet celui-là, hein, puisqu'il est déjà où il est. Je prends ma corne, où est-ce que je l'ai foutue? J'ai dû la foutre là-bas. On y va pour la découpe. Allez, 1000, je suis mauvais. Il me faut un ciseau. Évidemment, je vois que tu vois pas tout. Voilà. Là. 900. 868, ah bah ça c'est du bob. Voilà, le truc il est là. Je vais en faire un. Comme ça tu vois, et le reste, tu auras compris que je vais juste répéter la même opération cette fois. Donc 868, hop, on le retire de là. Le surplus là je l'ai mis à côté, on s'en occupera après. Donc là, je l'étends un peu. Un roulé-boulé. Encore un roulé-boulé. Encore un roulé-boulé. Hop. On colle un peu. On va essayer de le refermer. Voilà, je ferme là où au fait il y a eu la clé. Hop, on recommence encore une fois. Voilà, hop. Hop. Et donc, ici il est comme ça. Je vais le mettre dans le Banetton. Donc là, la fermeture, elle est en bas. Et ici, c'est le côté, on va dire, lisse. Mais je vais aller le mettre à l'envers. Donc le beau côté est lisse. De l'autre côté, sauf que, est-ce que je vais y arriver? Oui, hop, voilà. Donc là, il est dedans. On voit que pour 868, j'ai plutôt bien choisi les Banetton. Ça aurait été trop... Voilà, il aurait eu trop de place de perdu. Pour rien, donc j'essaie de refermer. Voilà. Et donc ils restent comme ça et ils vont aller comme ça au frigo aussi. Et quand ils vont ressortir, ils auront séché. Sauf que quand on va prendre le Banetton, on va le prendre comme ça, on la main là. Je vais faire comme ça et le côté sec sera en bas. Et ça c'est pratique pour aller le foutre après dans le four, tu verras ça pour la suite. Donc lui il est fait. Ben voilà, t'as compris. J'en refais quand même un deuxième pour la route. Donc il nous faut 868. Voilà, 900 aidés, donc allez hop. 870, bah putain on est bon aussi. Un petit coup de ciseau, comme ça le problème est réglé. Et au moins je ne dois pas ressortir la pâte et retarer. Voilà, hop. On tire un peu la pâte, on la fait revenir, on tire la pâte. On la fait revenir, on la tire la pâte, on la fait revenir, hop. Là, elle a fait un roulé-boulé comme ça. Maintenant, je recommence, mais dans ce sens-là, je l'étire un peu. Roulé-boulé. Ça s'appelle un pliage escargot, en fait. Je dis roulé-boulé, mais en fait, c'est un pliage escargot. Hop, on revient. Hop, là, elle revient aussi. Donc là, la fermeture est en bas. Je disais, donc on va le mettre dans le Banetton. Hop. Comme ça, la fermeture est vers le haut. Donc là maintenant je ferme. Voilà, et lui aussi il est bon. Il part là. Et maintenant t'as vu, t'as compris pour la suite. La suite c'est quoi? La suite c'est une fois que j'ai terminé ça, ça part au frigo, tout de suite. Et là je compte 15 heures à partir de maintenant, donc il faudrait que je calcule, là je ne sais pas calculer comme ça, mais 15 heures, mon avis sera demain matin vers 9 heures.
Demain matin, vers 9h, boum, on passe à la cuisson pour éviter la surfermentation. Ils auraient dû reposer encore 1 heure en plus, donc éventuellement, on va dire qu'on va augmenter le temps du froid d'1 heure, donc on va dire 16 heures, puisqu'ils n'ont pas eu 1 heure là pour se reposer. Et demain, on passe à la cuisson, et là, je te montrerai aussi comment ça fonctionne. Je sais pas si je... Bah ouais, le 7e, je pourrais le cuire dans mon four traditionnel, comme ça tu vois comment je fais dans le four traditionnel, puisque ça c'est quand même l'idée. Allez, à plus. Voilà, donc on est 18 heures plus tard. On est donc 18 heures plus tard. Voilà, 18 heures plus tard. Bon, et par rapport à l'angle de vue, tant pis, ma tête serait coupée, mais c'est pas très grave. L'idée c'est qu'on puisse voir au moins ce que j'explique. Donc 18 heures plus tard, on va sortir le pain du frigo. Non. 18 heures plus tard, c'est le moment d'enfourner. Donc ça veut dire que 1 heure avant, je fais chauffer le four à 275 degrés avec une pierre réfractaire. Ça c'est vraiment le mieux. Alors ça peut être une pierre réfractaire type pour pizza, ça peut être une autre type de pierre qui est capable d'emmagasiner la chaleur. Ça peut être éventuellement une plaque en métal, ça aussi c'est possible, mais il faut que ce soit une plaque en métal qui est capable d'emmagasiner de la chaleur. Donc voilà, peu importe, mais le mieux c'est vraiment une pierre réfractaire comme ça, surtout si on a l'intention d'en faire souvent. Soit une pierre réfractaire avec un bol en pyrex ou une cocotte, encore mieux. On a investi dans la cocotte parce qu'on se dit qu'on aime bien la cuisine et que finalement la cocotte on va l'utiliser pour autre chose que du pain, mais sinon si on a envie de chaque fois réussir son pain, la cocotte c'est une bonne solution. Ici c'est une cocotte de Creusel, ça peut être une cocotte Staub, ça peut être une cocotte en terre cuite, ça ne doit pas être en fonte. Mais il faut savoir que la fonte fatalement emmagasine mieux la chaleur, donc c'est mieux je trouve la fonte. Sinon, il y a la solution, comme je l'ai dit, la solution du pauvre, une pierre réfractaire, ça doit coûter quoi? Peut-être 20 balles, 20-30 balles, plus un bol en pyrex 10 balles, 10-15 balles, de la taille du Banetton, un peu plus grand. Donc là, je sais pas, moi c'est peut-être un 2 litres, ici il faudrait peut-être un 3 litres. Et comme ça, alors, on tape la pierre réfractaire au four. Si on n'a pas de pierre réfractaire, tant pis, on fera avec le bol en pyrex. Mais il faut une surface plate sur lequel on peut aller déposer le pain, qu'on le met comme ça sur la pierre qui vient de sortir du four. Ensuite, je retire le Banetton. Je prends de quoi grigner. Alors ça peut être un couteau qui coupe très très bien, une lame de cutter. Lame de cutter c'est vraiment le top. Ici moi j'ai acheté ce truc là qui est fait pour grigner. Ça aussi c'est fait pour grigner. Donc le pain est là. Imaginons que ça c'est le pain. Je prends ma grille, je fais un trait depuis l'extrémité, hop, je viens ici. Voilà, il est grigné. Après on peut faire des petits dessins sur le côté ou autre. Une fois qu'il est grigné, voilà le pain est grigné. Je dépose alors le plat en pyrex dessus pour faire un effet de vapeur. Et ensuite, avec des gants, je prends le tout et je remets au four. Alors, pour la chaleur du four, on le fait chauffer à plein pot. Moi, le mien, il monte à 280, mais la plupart des fours vont au moins jusqu'à 250. Donc, pendant 1 heure, on fait bien préchauffer le four. Et ensuite, on enfourne. Avant d'enfourner, imaginons que ça, c'est le pain, il vient d'être grigné. Je vais l'asperger avec de l'eau. Un maximum pour qu'il puisse générer de la vapeur et ensuite j'irai mettre le bol dessus, le bol en pyrex, je prends le tout, boum, ça part au four, ça part au four pendant 30 minutes à entre 250 et 230, ça dépend de la taille du pain, mais ça c'est vraiment l'idée. C'est pendant 30 minutes cuisson sous vapeur et après 30 minutes, je ressors le tout avec des gants, je récupère le bol en pyrex et je le retire. L'avantage d'un bol en pyrex transparent, c'est qu'en plus, on peut voir le pain qui gonfle dans le four, ce qui est plutôt agréable de se dire visuellement, je peux observer pendant la cuisson si le résultat est bon ou s'il est mauvais.
c'est aussi rassurant de se dire après 30 minutes, est-ce que je vais avoir la surprise en retirant le bol opaque? Est-ce que je peux voir si ça va être bien ou pas? Ça, bon voilà, ça c'est des petits plaisirs de se dire est-ce que j'ai envie de voir en direct ou est-ce que j'ai envie de retirer le bol opaque parce que j'avais pas de bol transparent et de se dire ok chouette, ben voilà mon pain il a bien pris. Après les 30 minutes de cuisson, il restera normalement encore à peu près 20 minutes, mais alors là on diminue le nombre de degrés, on diminue le nombre de degrés à 220, 210, voire 200, ça dépend de chaque four. Et 20 minutes plus tard, on éteint le four complètement et on place une cuillère dans l'ouverture de la porte. Je vais voir si je peux le montrer ici. Donc le four il est là. Voilà. Après, donc les fameux 20 minutes de cuisson sans bol, ben, j'éteins le four et après je place une cuillère comme ça, hop, pour que ça continue à cuire mais avec une chaleur qui se dégrade, une grosse perte de chaleur, mais une chaleur quand même pendant 10 minutes et seulement après on ira sortir le pain du four pour le mettre sur une grille sur lequel il va refroidir. Voilà, donc ça c'est la partie donc, que j'explique avec un four traditionnel. Et donc maintenant je vais aller expliquer moi en direct avec mon four professionnel. Voilà, donc cette fois c'est l'explication avec le four professionnel. Donc là je viens de sortir les Banetton du frigo. J'ai préparé mes plaques de cuisson. Donc ça c'est un espèce de papier à cuisson en verre qui permet entre 100 et 1000 cuissons. Je ne sais plus exactement la capacité, mais bon, nettement plus pratique que le papier cuisson traditionnel, puisqu'on peut le réutiliser entre 100 et 1000 fois. Je pense que c'est 1000. Et donc ici, il y a des planches en bois que j'ai été faire couper qui rentrent spécialement pour le four. C'est comme ça que tout le monde procède avec ce four-là. Et donc, je vais vérifier d'abord si ma pâte est-elle en surfermentation ou est-ce qu'elle est bien. Donc, pour le savoir, donc, je prends ici la pâte et puis j'appuie. Et si ça rebondit avec mon empreinte qui reste très légèrement dedans, alors c'est qu'on est bon. Voilà, on voit que ça a remonté. Voilà, ça remonte. Mais ça remonte pas totalement. Voilà. On voit que quand j'appuie, la pâte remonte, mais l'empreinte reste. Donc, le fait qu'on voit qu'il y ait ça, c'est qu'il y a encore plein de gaz dedans. Donc là, pour moi, ça c'est bon. Évidemment, on le voit moins bien parce que c'est fort sec déjà. Mais peut-être que ici, là, je vois que c'est un peu plus humide. Voilà, là, je sais pas si on le voit bien, j'espère. Hop. Voilà. Mon empreinte reste. Quand j'ai appuyé, ça a descendu, mais ça a remonté tout de suite après. Et là, on voit encore les deux empreintes qui restent. Donc, si j'appuie, voilà, ça remonte tout de suite au fait. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir. Voilà, on voit que ça remonte, mais l'empreinte reste. Hein. Donc, je l'ai fait 4 fois. Il y en a une là, une ici, une là et encore une là. On voit encore les empreintes, mais ça a remonté. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas en surfermentation. Pourtant, on est 18 heures plus tard. Pourquoi 18 heures et pas 15 ? Parce que, faut savoir qu'avant, j'ai bypassé 1 heure tout simplement parce que j'avais pas le temps. Il aurait dû avoir un pré-façonnage, puis après le façonnage, passage en Banetton, repos 1 heure, et puis frigo, pendant 15 heures. Mais comme j'ai bypassé ces étapes-là, je me suis dit on va le laisser plus longtemps au frigo pour une plus longue fermentation à froid. Donc là maintenant, j'en ai 7. C'est le problème. Est-ce que je vais savoir tous les mettre dedans? Je ne suis pas sûr. Mais on va essayer. Donc là, je vais mettre les... je vais les mettre tous. Et puis je vais les grigner. Voilà. Mettons, il s'est un peu cassé la gueule, c'est pas grave. On en met un à l'avant, un à l'arrière. Je suis pas sûr que c'est vraiment la bonne méthode. Comme j'ai pas encore l'habitude des gestes et des faits et que je les ai pas analysés, c'est pas évident. Il y a beaucoup de farine là-dessus. Moi, il faudrait un petit
Alors, on va le retirer un peu, sinon il va vraiment trop coaguler. Il faudrait une brosse alimentaire pour aller retirer. Voilà. Comme ça. Hop. Ah non, ça devrait aller beaucoup plus vite, hein, mais comme j'ai pas l'habitude, voilà. Est-ce qu'en le mettant comme ça irait mieux? Je sais pas. J'ai des doutes. Alors, est-ce que je vais réellement réussir à en taper 3? Je pense que c'est possible, hein. Mais il faut que je le cale bien, quoi. Allez, on essaye. Hop. Ah ouais, si on arrive à en taper 2 là et 1 dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et le dernier, alors, ici. Ah bordel, là je l'ai loupé. Merde. Putain. Là je l'ai loupé. Fais chier. Ici, il va trop coller. Il déborde. C'est la merde. C'est la grosse merde. Comment je vais faire pour dépêtrer ça? Est-ce que je pourrais le remettre là-dedans? Non, il faudrait que je les remette tous les 3. Ah, peut-être avec la corne. Avec la corne, je peux le remplacer. Ah, il m'en faudrait 2 des cornes. Merde, il me faut un truc plat. Oh, quelle perte de temps. Un truc plat. J'en ai pas d'autres des trucs plats. Là. Allez. Oh là, c'est la cata. Là, c'est la cata. Bon, on va voir comment il va ressortir après. Voilà, donc il faut un peu retirer le surplus. Hein, comme je disais, avec une brosse alimentaire, ce serait nettement plus facile. Hein, idéalement, le surplus, je devrais le récupérer, parce que là, je vais le taper au four, il va juste cramer. C'est con. Mais donc je pense que je peux le récupérer. Ou alors je le tape en dehors. Voilà, je vais faire ça. Je vais le taper en dehors du truc. Je vais le récupérer plus tard. Ce sera plus simple. Voilà, si j'avais un petit pinceau, plus une brosse. Donc une brosse pour retirer le gros, une grosse brosse. Enfin une grande brosse. Et puis un petit pinceau pour aller récupérer, là ce serait vraiment pas mal. Voilà, donc là maintenant on va aller les grigner. Je l'ai mis comme ça, mais au fait j'aurais pas dû, hein. Je trouve que dans ce sens là c'est pas pratique du tout pour grigner, mais soit. Donc je vais prendre celle-là, je crois que j'ai plus l'habitude avec celle-là. Là, on ira faire les dessins après. Pas terrible ce truc, je crois que je suis pas encore bon pour grigner. On fait une grande ouverture au milieu. Oh, ce truc est anti-pratique, ou alors c'est moi qui sais pas l'utiliser. Ouais, je viens d'avoir un appel, donc j'ai pas pu. Je crois que ça a coupé la vidéo. J'espère que ça l'a pas coupé trop tôt. Voilà, donc là ils sont tous grignés, oui, et maintenant on fait les petits dessins. Hop. Tutur, tu patientes. Pas tout de suite, je suis occupé avec le pain. Voilà.
Voilà, là on les a tous faits. Eh ben donc je vais aller les enfourner maintenant, c'est ici que ça s'arrête pour moi. Je vais aller remettre la caméra du bon côté. Voilà, ça a repris. Donc le four est là, il est en 3 étages. Je l'ai mis à 250 degrés. J'ai vérifié au pistolet. En haut, on a 270, au milieu 260 et en dessous à 250. J'ai aussi prévu de l'eau, 50 ml que je vais mettre dans les bacs. Et donc là, je vais enfourner à toute vitesse pour éviter de perdre de la chaleur. C'est toujours un peu stressant parce que fatalement, je n'ai pas l'habitude. Et surtout, le four n'est pas à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'il devrait être là, je devrais l'ouvrir là. Et enfourner comme ça, c'est beaucoup plus logique que d'être là en train d'enfourner à ce moment-là. Mais bon, soit, on y va. J'ai mis des petites flèches pour voir si j'enfourne bien dans le bon sens. Donc oui, hop, et on y va. Donc je dépose d'abord la planche, je la mets au fond, je la garde levée et puis je fais une secousse. Voilà, les premiers sont dedans. On y va pour la suite. C'est que la troisième fois que je fais ça, donc j'ai pas spécialement l'habitude. Et les derniers en bas. La planche d'abord au fond, la petite secousse et il a accroché. C'est pas grave. Hop. L'eau, j'ai 3 indicateurs, 50 ml par bac. Voilà, et on referme. Et donc ici, j'ai des petits loquets. Donc je viens d'enfourner et on va tout de suite passer à 200. On passe à 200. Voilà, les deux. Puisqu'il y en a un qui contrôle la partie du haut et lui contrôle les deux du bas. Voilà, et donc j'ai un bic ou autre. Et les petits loquets ici qui permettent de faire sortir la vapeur. Je ne vais pas le faire maintenant. Je vais laisser les petits loquets ouverts dans 20 minutes. Je pense que c'est 20 minutes. Dans 20 minutes, j'ouvre les loquets. À moitié, pas beaucoup. Ou complètement, je sais plus. Ça, c'est le problème, c'est que comme je le fais pas assez souvent et que j'ai pas d'indicateur, et je sais pas, puisque voilà, j'ai pas l'habitude, j'ai pas l'habitude de faire des pains toujours de la même catégorie. Il faut être régulier. Hier, j'ai décidé de faire 3200. 3200, ça a fait 868 par pain. Ce qui me semble bien, mais je ne sais pas combien est-ce qu'on va perdre en évaporation. Donc je ne sais pas. Et puis je n'utilise pas tout le temps le même mélange. Là, j'ai utilisé, c'était 63% de farine forte. J'ai utilisé le reste avec un mélange de graines. Voilà, j'ai pas l'habitude, mais si on fait tout le temps la même chose, qu'on sait que le Bayard, il est comme ça, que le pain Intel est comme ça, ben fatalement, à la fin, on sait comment ça fonctionne, puisqu'on fait tout le temps la même chose. Et c'est en faisant tout le temps la même chose qu'on arrive à être régulier. En étant régulier, on a tout le temps la même qualité. Donc là, ben, j'ai déjà pas noté, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à ça. Les premiers étaient super. Les deuxièmes, bof. Lui ici, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc là, je viens de les enfourner. Je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas mis de minuteur. Grossière erreur de ma part. Et donc, je ne sais pas dans combien de temps je vais le faire. J'ai un peu blablaté. J'ai dit que j'allais le mettre. Donc, je les ai enfournés. Ça fait à peu près 5 minutes. On va dire que ça fait à peu près 5 minutes qu'ils sont dedans. Donc, dans 10 minutes, un quart d'heure, on va ouvrir les loquets pour que la vapeur s'échappe. Et ensuite, dans 20 minutes, on diminuera aussi à 180. Et on essaiera de faire une cuisson totale de 40 minutes. Alexa, ajoute un compte à rebours pour 35 minutes. 35 minutes à partir de
Voilà. Quand on a une fiche avec des étapes à respecter, ben c'est plus simple. On n'est pas obligé de se poser la question vu qu'on n'a pas l'habitude. Mais si on a l'habitude, à force de regarder la fiche, fatalement, on refait tout le temps les mêmes gestes. Pour ceux qui ont un peu la tête en l'air, ben c'est d'avoir la fiche et de noter à chaque fois à côté, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Et comme ça, à un moment, on est sûr que ça a toujours été respecté. Voilà, ben ça c'est pour l'étape de maintenant. Les autres étapes, je ne vais pas les montrer. Ça n'a pas grand intérêt, je pense. Mais je prendrai des photos, des pains qui gonflent, au fur et à mesure, après 10 minutes, dans quel état ils sont, dans 20 minutes, dans quel état ils sont, puis encore 30 minutes. Je crois que toutes les 10 minutes, je vais prendre une photo pour voir à quel point ils sont, en sachant qu'à un moment donné, je vais devoir intervertir les plaques, parce qu'en haut, il y a plus de chaleur qu'au milieu et qu'en bas, et donc fatalement, ils ne cuisent pas de la même manière, donc idéalement, il faudrait les bouger. Je pense que l'idéal, ce serait de les bouger. Après, c'est aussi une question d'habitude que je n'ai pas. Allez, la suite, à bientôt. Et donc maintenant, c'est le moment de vérité. Donc le pain a reposé pendant presque 2h30. Non, non, pas 2h30. Il a dû cuire, c'était à midi, 13h. Donc là, 1h30. Ça fait 1h30 que le pain a refroidi. J'ai vérifié, ça semblait être bon. Donc je suis quand même tellement impatient que voilà, j'ai envie de l'ouvrir maintenant. Première chose, c'est les observations de cuisson. Est-ce qu'il a bien cuit, oui ou non? Déjà, il y a un moyen de le vérifier, c'est il faut que ça fasse ce bruit-là. Voilà, sur la partie ici, on voit aussi des petites bulles, un peu. Les petites bulles, c'est un bon signe. Là, on en voit surtout à cet endroit-là. On voit surtout les petites bulles à cet endroit-là. Ça, c'est un signe de pain bien cuit. Voilà, donc le moment de vérité, est-ce qu'il a assez cuit ou pas? Bah, je sais pas. Il a l'air, mais est-ce qu'il l'est? Voyons voir ça. Bah, il a l'air. Il a l'air d'être bien cuit, hein. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Bon, peut-être les trous sont un peu trop grands. Du coup, pour la confiture, elle risque de passer à côté. Mais on a une mie plutôt bien alvéolée, aérée. Il y a eu ce qu'on appelle l'explosion au four. Donc l'oven spring, il est là, hein, puisqu'il a quand même bien gonflé. Ça fait des belles grandes tranches. On aime ou on n'aime pas. Si on préfère un pain plus condensé, je ne sais pas exactement comment faire un pain plus condensé. Ça, c'est une autre question. Moi, c'est ce genre de pain-là que j'ai envie de voir. C'est ce genre de pain-là que j'ai envie de manger. Après, je suis ouvert. Hein, je débute totalement. Mais je trouve que là, pour le résultat, comme ça, on est déjà vraiment pas mal. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère que oui. Mais voilà. Là, comme ça, on a vu à quoi ressemble le pain et il est plutôt pas mal du tout.